Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Richard de 16. Bonjour Corentin. Alors nous venons de quitter Olivier Molin, j'ai dû l'extraire du studio parce que vous vouliez encore lui parler, c'est votre ami et collègue. Et vous avez fait une chronique de son dernier livre, Le Temps des loups, alors qu'est-ce que vous en avez pensé ? Beaucoup de bien. Voilà, non, on va parler de choses. Non. Merci Richard, c'est la fin de cette chronique. Olivier Molin a rédigé un texte vraiment très intéressant. D'une part, voilà, il y met toute sa verve et tout son talent. Comme d'habitude, ça se situe en province, enfin comme d'habitude, ça se situe souvent en province, les livres d'Olivier Molin, parce qu'en province, il y a la nature, et dans la nature, il y a la possibilité d'une nature fantastique, et donc l'irruption de forces que la modernité, évidemment, a rejetées, a éliminées, même involontairement, mais effectivement, quand on bétonne absolument tout, quand on goudronne le reste, et qu'on creuse des caves pleines de tuyaux, voilà, les dryades et les gnomes ont tendance à se réfugier ailleurs, ils vont dans les forêts vosgiennes, entre autres, et c'est un livre qui est allègre, joyeux, en même temps un peu triste parce qu'il parle beaucoup du déclin de la France. Alors évidemment, on est dans les Vosges, il y a une série de gens qui sont des beurlots complets et en même temps qui sont des perdants magnifiques et qui finissent par gagner. Il y a une jeune fille qui est absolument salvatrice à tous égards. Non seulement elle est jolie, ce qui est assez agréable, en tout cas quand Olivier Molin la décrit, on a vraiment l'impression qu'elle est jolie. Et elle charrie avec elle une capacité à transformer le monde gentiment, parce que les gens se disent que il n'y a aucune raison que cette beauté ne dise pas la vérité, et donc elle le transforme modestement. C'est pas Greta Thunberg, elle remonte une auberge. Donc voilà, on n'est pas en train de réclamer au monde entier qu'il ait peur. On se contente d'expliquer qu'il faut servir des galettes de pommes de terre avec des bonnes pommes de terre et du bon lait. Donc, mais ce modeste début finit en apothéose. Bon, je peux pas révéler la fin parce qu'elle est vraiment géniale. Et mais le côté fantastique, vous alors, il y a un côté fantastique. Alors, c'est pas ce qui me plaît le plus dans l'œuvre de Molin, mais je trouve admirable la manière dont il réussit à nous faire basculer dans le magique d'une manière totalement naturelle. On voit pas, ça n'arrive de nulle part et brusquement on se retrouve avec des choses qui sont purement purement fantastique au sens le plus exact littérairement possible du terme, et en même temps on est quand même dans les Vosges avec des voitures, des 4x4, du pastis et des sottises à la télévision, donc voilà, on n'a pas basculé dans la faillerie de Tolkien, on est resté en France. Et il y a un côté presque Marcel Aimé, vous savez, La Vouivre, ce roman où il y a une fée antique qui est là en train de zoner, ou bien La Bête Maousse de Jacques Perret, où il y a un dragon paumé au fond du marais Poitevin qui décide que finalement il va rejoindre l'océan, et donc voilà, ça apparaît et c'est à l'évidence du réel. Non, c'est très intéressant. Et surtout c'est drôle, c'est truculent. Oui, il y a du politiquement, c'est pas correct du tout. Enfin, il n'y a aucune raison que ça ne plaise pas. Et puis c'est anti-jacobin, ça doit vous plaire aussi. Oui. Mais vous êtes là pour nous parler de BD. Alors votre BD, c'est Slava aux éditions d'Argo. Voilà. Après la chute. Alors Slava est une très belle bande dessinée, une grosse bande dessinée. On va vérifier rapidement le nombre de pages. Voilà, ça tombe bien. C'est pas marqué. On va prendre voilà, il y en a 104. Il y a 104 pages. C'est le premier tome d'une aventure qui se passe dans l'ex-URSS, ou qui est peut-être encore l'URSS, dans les années 90. Dire au moment où, pour reprendre l'expression de Michel Henry, ce métaphysicien français hélas disparu, on passe du communisme au capitalisme, et donc c'est une catastrophe parce que voilà, on passe d'une société qui est bourrée de défauts, et le premier d'entre eux étant l'impossibilité d'être libre, de penser librement, de pratiquer librement sa religion, d'être soumis à un État envahissant, pour tomber dans le capitalisme où là, brusquement, l'individu devient totalement libre, et ça se fait en claquant des doigts. Donc des gens qui sont habitués à être totalement régimentés sont libérés, autrement dit, ils sont jetés à la merci du plus fort. Les plus forts, c'est-à-dire les plus méchants, prennent le pouvoir. Les plus méchants deviennent les plus riches. Donc là, c'est réellement une catastrophe. Donc cette société apprend l'Occident très rapidement, c'est-à-dire que très rapidement, l'intégralité des travers de l'Occident sont importés en URSS. Non pas qu'il n'ait pas déjà connu les Beatles, il ne faut pas voir l'URSS comme un pays coupé du monde. Mais dans ce pays en déliquescence, voilà, donc, tout se met à partir en quenouille, et
il y a un personnage qui est un artiste, un jeune artiste qui pendant 10 ans faisait partie de l'avant-garde et donc pendant 10 ans expliquait à quel point le gouvernement avait tort et le système était oppressif, et ça tombe bien, il n'y a plus le système, et donc du coup son discours n'a plus aucun intérêt et il perd tous ses clients. Et il y a aussi un affairiste qui est un type sorti de nulle part et qui est excessivement doué pour le marché noir, et qui, depuis qu'il était dans la cour de récréation à vendre des cigarettes et des billes à ses copains, a toujours grenouillé. Enfin, il y a une jeune fille plutôt ravissante, mais qui n'a pas l'air commode, et qui elle habite au fin fond de la toundra avec son père dans une ville minière qui est en train de faire faillite. Et tout l'enjeu de ce premier volume, c'est comment est-ce que ce jeune artiste, cet affairiste, cette jeune fille vont se réunir et former le projet de sauver la mine. Donc comment est-ce qu'on trouve de l'argent en URSS ? Comment est-ce qu'on peut mener des négociations avec des truands ? Les truands étant aussi évidemment les grands patrons officiels. On a l'impression de se retrouver un peu dans 1000 milliards de Henri Verneuil, avec ces salles absolument magnifiques où les conseils d'administration des grandes sociétés font régner en fait une terreur économique sur le monde. Et tout se passe avec un dessin merveilleux. Le dossier de presse le dit, et c'est un très bon dossier de presse, ce qui n'est pas si fréquent. L'auteur, Gaumont, Pierre-Henri Gaumont, est un admirateur de Beuville. Beuville, c'est un illustrateur français des années 50-60, qui notamment était un ami de Jacques Perret. Et donc il a illustré un certain nombre de ses œuvres. La collection Folio parfois lui avait fait appel à lui pour des couvertures, mais et Beuville, et c'est un trait remarquable. Et là vraiment, il faut regarder ça. On est dans un hangar avec une machine à excaver, et Gaumont réussit à donner un charme incroyable à cette machine. On est dans une atmosphère ténébreuse, avec des bleus magnifiques. Vous voyez que c'est un peu charbonneux, et il y a une manière de dessiner les silhouettes qui est presque schématique. Le trait est parfois précis et parfois il est juste suggéré, et on a comme ça, à plusieurs reprises, des moments extrêmement intéressants, parce que en plus, outre Beuville, Gaumont a parfaitement digéré ce que Blin a apporté à la bande dessinée française, franco-belge, et qui lui-même l'avait repris de devancier, mais on peut dire aussi d'une certaine manière du vocabulaire japonais, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des phylactères qui sont des images, des idéogrammes, et non pas des paroles. Alors des phylactères. Des phylactères sont les bulles, parce que moi je me la pète. Ça c'est un phylactère. Voilà, donc ça c'était pas une image. Et ce blanc s'appelle un espace intericonique. Mais oui, expliquez-nous quelques notions de dessin, alors, Richard. Voilà, donc l'espace intericonique, c'est l'espace qui sépare deux cases, et donc évidemment c'est l'espace où se produit l'ellipse, puisque évidemment cette succession de cases évidemment n'est pas en continu comme avec l'illusion du cinéma. On voit vraiment des paysages, et là voilà, il y a les deux petites silhouettes qui sont minuscules en rouge. Donc ça ressemble vraiment à ce que Maurice faisait, où brusquement on était dans des aplats de couleurs vives qui sont absolument pas réaliste. Il y a une manière extrêmement vive de raconter une histoire qui pourrait paraître lente. En fait, pas du tout, parce qu'ils sont paumés au fond de la Sibérie, et des indépendantistes les attaquent. D'ailleurs, la jeune femme les avoine très sérieusement à coups de carabine. C'est un passage qui est assez agréable. Voilà, il y a le méchant qui se prend une balle. Et c'est plutôt bien vu, et c'est très bien dessiné, c'est très vif, oui, et puis il y a le rouge avec le blanc, voilà, en même temps donc on a droit à des scènes qui elles sont beaucoup plus calmes. Et donc voilà, par exemple on est au milieu d'un grand salon. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que Gaumont a fait un vrai travail de documentaliste, et donc il représente tous les anciens lieux communistes construits dans les années 60-70, réinvestis par des nouveaux riches, mais avec
avec toujours cette espèce d'esthétique socialiste un peu bizarre, faite de gigantisme et de brutalisme. Et moche. Mais moche, effectivement, mais avec un parfum années 70 absolument délicieux pour les amateurs. Et on voit bien que, là, on a présenté des grandes cases, mais il est parfaitement à l'aise, évidemment, dans le dessin, dans l'expression psychologique du personnage. Il est toujours au bord de la caricature sans jamais y verser. C'est vraiment un album remarquablement dessiné. Et surtout, c'est une magnifique histoire. Et voilà, on nous parle d'un peuple sous domination soviétique qui apprend la liberté et qui l'apprend, hélas, avec les capitalistes, et donc qui, du coup, reçoit les pires des leçons possibles. Et donc, comment est-ce que les petits mineurs vont réussir à défendre leur mine? Comment est-ce que l'affairiste va réussir à faire ses affaires? Comment est-ce que ce jeune artiste qui a perdu ses illusions sur la valeur de son art, mais n'a pas encore totalement perdu ses illusions d'humanité, va-t-il peut-être se rédimer en évitant de devenir lui-même un affairiste et un trafiquant et un intermédiaire, un magouilleur? Comment est-ce que la jeune femme va peut-être tomber amoureuse et arrêter de flinguer les pillards, voilà, parce que malgré tout, c'est pas une occupation pour une jeune fille, même élevée par des mineurs au fin fond de la toundra. Et donc, ce premier volume, donc de 104 pages, est enthousiasmant. C'est le premier volume. C'est le premier volume. Alors d'habitude, évidemment, on est toujours un peu, on se dit, ah mon Dieu, c'est le premier volume, ça se trouve, le deuxième va être mauvais. En fait, là, même s'il n'y avait pas de deuxième, de toute façon, ce bouquin est absolument remarquable. Voilà. Slava, après la chute de Pierre-Henri Gaumont, aux éditions d'Argo, c'est vraiment très bien. Et Pierre-Henri Gaumont nous avait gratifié d'un album qui s'appelait Malaterre, il y a quelques années, qui racontait la vie, là aussi, d'un perdant pas tellement magnifique, un affairiste qui finit par investir toutes ses économies dans une plantation. Et évidemment, c'est une catastrophe parce qu'il est capable de magnifiquement raconter des histoires, mais il est absolument pas capable de gérer une entreprise. Et c'est vu par ses enfants. Et donc, c'est une histoire à moitié vraie. Et donc, et Gaumont avait réussi là aussi à trouver une atmosphère dans les couleurs, une justesse dans le trait, une restitution de la nature, donc qui n'a rien à voir évidemment avec l'URSS en hiver au fin fond du Nord, et qui était magnifique. Il y a eu un deuxième album, enfin entre les deux en tout cas, entre Malaterre et celui-ci, que j'ai trouvé moins réussi, qui était une histoire un peu abracadabrante, La fuite du cerveau, où il imaginait que le cerveau d'Einstein avait été capturé par un savant de deuxième ordre, et donc les péripéties du cerveau d'Einstein. Voilà. Et ça, il y avait un côté grotesque, mais la fable était longue et poussive. Alors même si le dessin était remarquable, voilà, le scénario ne marchait pas. Ici, Gaumont, qui est un auteur complet, hein, donc c'est lui qui pense ces histoires, c'est lui qui les réalise, voilà, c'est lui qui les dessine, c'est lui qui découpe, c'est lui qui colore, si je ne m'abuse. Vraiment, est un auteur à suivre. Et ça critique l'URSS et le capitalisme. Donc ça, pour nos auditeurs, je crois que c'est très important. Ça critique tout, voilà, ni droite ni gauche, ni trust ni soviet, cela va. Enfin, le capitalisme n'est pas de droite, vous le savez. Non, bien sûr, mais Richard. Pardon. Voilà, ni gauche ni gauche. Ni gauche ni gauche. Il y a un dessin animé sur 100p, je sais, sur le petit Nicolas. Qui va sortir. Qu'est-ce que ça vous inspire? Vous êtes content? Absolument pas. Généralement, je trouve que c'est une pure catastrophe. Dire, En tout cas, le dessin a l'air. J'ai pas vu de bande-annonce encore, mais le dessin de l'affiche ressemble à du 100p, voilà, c'est ça. Mais je trouve que toute l'habileté de 100p, c'est véritablement le temps suspendu. Ce qui se passe entre deux scènes, deux séquences, dans l'espace intericonique, enfin voilà, dans le blanc. En fait, il y a cette petite évolution. Évidemment, au cinéma, c'est pas possible. Mais il y aura cette nostalgie qu'il y avait déjà un petit peu dans les films. Mais alors, réduire 100p à de la nostalgie, c'est presque à mon sens faire un contresens, parce que voilà, il a accompagné toute l'époque. Je veux dire, les dessins qui paraissaient encore il y a 4-5 ans étaient les dessins d'aujourd'hui. Donc là, on est plongé dans le petit Nicolas, on est plongé dans une espèce de vie rêvée du banlieusard des années 60 en voie d'accession à la richesse. Et je suis pas certain qu'aujourd'hui, d'abord, ce soit un imaginaire absolument nécessaire, et ni surtout qu'on va réussir à servir ou l'intelligence des textes de Goscinny, qui est quand même un travail remarquable sur la langue, parce que tout le sel du petit Nicolas, c'est que c'est un enfant qui raconte. Et là aussi, donc il y a une voix intérieure qui est celle de la nôtre quand on lit Goscinny, et la voix de l'acteur réel va être absolument catastrophique. Je ne sais pas si la voix d'Astérix n'est jamais la bonne dans les dessins animés, la voix de Lucky Luke n'est jamais la bonne dans les dessins animés. Bon, bah là, ce sera la même chose. Ça ne peut pas. Voilà. Donc, autrement, je suis extrêmement dubitatif. Il faudra qu'on demande à Laurent Dandrieux ce qu'il en pense. Et on fera une table ronde sur le petit Nicolas.
rigoler avec vous. Merci beaucoup Richard Dessaize. On rappelle le titre de votre livre aussi, Le rond de serviette est-il de droite, aux éditions La Nouvelle Librairie. Merci Corentin. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.